Que veut dire contexte nouveau? Il y a trois grands changements qu'il faut prendre en compte. D'abord, un changement dans la nature de la puissance, un changement dans les valeurs et un changement dans le sens même de la guerre. Alors, changement de nature de la puissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous l'ai montré la dernière fois, que la puissance militaire a perdu de sa force, de sa pertinence. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que la guerre, c'est l'invention du choc de puissance militaire. Quand la puissance militaire n'a plus la même importance aujourd'hui qu'elle avait hier, la guerre vient à changer de nature, à tel point que l'on parle aujourd'hui de la guerre du pauvre. C'est-à-dire, on constate que ceux qui font la guerre aujourd'hui sont plus des impuissants que des puissants, des faibles que des forts, des pauvres que des riches. Deuxièmement, et ça c'est un très grand problème que Mary Kaldorf souligne aussi, une formidable déréglementation du marché de la puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout peut être source de puissance, pas seulement les armes. La conviction, la persuasion, le lavage de cerveau, la manipulation des emblèmes religieux, ethniques, linguistiques, la technologie, la population. Bref, il y a une telle diversification de la puissance que la simplicité que représente la manipulation de la force ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Et puis, toujours à propos de la puissance, troisième remarque, l'aggravation sensationnelle du différentiel de puissance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la guerre était classiquement affaire de ceux des États qui avaient le même niveau de puissance. La France et l'Allemagne, la France et l'Angleterre, l'Espagne et l'Angleterre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le différentiel de puissance est tel entre le Vietnam et les États-Unis, entre l'Afghanistan et les États-Unis, et pire encore, entre les talibans et la coalition occidentale, que le jeu de puissance, on le sent bien, n'est plus interprétatif, n'est plus explicatif de rien. Deuxièmement, un changement dans les valeurs. Autrefois, la guerre était un genre noble. Personne ne cherchait, comme on le fait aujourd'hui, à condamner la guerre. Au contraire. Au contraire, si vous lisez les lettres que les mères de poilus adressaient à leurs enfants 18, 19, 20 ans au front, « Mon gars, sois courageux, fais honneur à ton père, à ta famille, à ta patrie, à ton village. C'est un privilège pour toi de mourir pour la patrie. » Des mères qui écrivent ça à leurs enfants, qu'en principe, elles étaient censées aimer. C'est vous dire à quel point, encore au début du XXe siècle, la guerre disposait de cette connotation positive qu'elle, fort heureusement, n'a plus aujourd'hui. Mais est-ce que cette disparition de la valorisation de la guerre est un phénomène universel ou lié à certaines histoires? Deuxième élément, un brouillage de légitimité. Vous savez, la guerre, au temps classique européen, c'était très simple. C'était le droit absolu de l'État d'envoyer ses sujets à la mort et l'interdiction absolue des acteurs privés d'envoyer d'autres à la mort. Autrement dit, vous êtes chef de l'État, vous avez droit de vie et de mort sur vos citoyens. Vous êtes chef de l'État, vous ordonnez un bombardement, personne ne cherchera, en tous les cas dans un premier temps, à vous en tenir rigueur. Vous êtes une personne privée et vous faites sauter une voiture piégée, là on vous considère comme un criminel. Cette opposition très forte entre la violence privée qui est de l'ordre de l'illicite et de l'illégitime et la violence publique qui est de l'ordre du légal et du légitime, est-ce qu'elle fait encore sens aujourd'hui? Grand débat. Si la guerre d'Irak a fait 300 000, 400 000 morts, certains vont même jusqu'à dire 1 million de morts, est-ce que ceux qui ont été tués
par la puissance militaire de la coalition étaient des morts légaux, et ceux qui auraient été tués en face seraient des morts illégaux et illégitimes. Est-ce que c'est si simple que ça? Donc, brouillage de légitimité, dévalorisation de la guerre, et paradoxalement, ça c'est très important aujourd'hui, la renaissance d'une vieille idée presque oubliée depuis Hobbes, qui est l'idée de guerre juste. Pourquoi oubliée depuis Hobbes? Parce qu'avec Hobbes, la confrontation de puissance n'était pas affaire de justice. Je fais la guerre à mon voisin parce qu'il me menace, c'est tout. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est pas parce que c'est un bad guy, c'est un sale type, non, parce qu'il me menace. Et alors, chez Schmitt, c'est encore plus vrai. L'ennemi, c'est l'hostis. Il n'est pas mauvais, l'ennemi, il est en face. Aujourd'hui, se brouille cette idée et vous voyez renaître l'idée de la guerre punition. C'est-à-dire, la guerre est là pour rétablir la morale et la justice. Moyennant quoi l'ennemi n'est plus l'ennemi schmittien, l'ennemi devient quoi? Devient un criminel. Et qu'est-ce qui se passe avec un criminel? Ben, on ne négocie pas. Donc c'est toute la grammaire de la guerre qui est en train de vaciller. Si en face c'est le bad guy, si en face c'est le criminalo-salafiste, comme l'écrit un journaliste dans un grand quotidien du soir, le criminalo-salafiste, c'est pas mal ça, entraînez-vous à dire ça, le criminalo-salafiste. Eh bien, si en face vous avez un criminel et non un ennemi, mais la guerre change de sens. C'est-à-dire que je n'ai pas à négocier, je n'ai pas à discuter, je n'ai pas à passer de compromis, je n'ai pas à passer d'armistice, je n'ai pas à passer de traité, je le détruis. Attention. L'axe du mal des néoconservateurs, les rogue states des néoconservateurs, le droit de punition d'un certain type de néoconservatisme. Et puis, troisième élément, changement de signification de la guerre. Ça veut dire quoi, changement de signification de la guerre? Rappelez-vous ce que je vous disais la dernière fois. Quand a surgi l'arme atomique, qu'est-ce qu'elle est devenue, la guerre? Moyen de terrasser l'ennemi, comme disait Clausewitz, c'était sa définition de la guerre, ou anéantissement complet? Mais quand vous passez à l'anéantissement complet, vous ne terrassez personne. Vous ouvrez tout simplement une nouvelle page de l'histoire. L'arme nucléaire est venue brouiller le sens de la guerre. Il n'y a plus de compétition dans l'usage de l'arme atomique. Et se pose la question, un grand débat qu'il y a actuellement, qui n'est pas terminé, c'est est-ce que finalement on n'est pas dans un monde qui a aboli la guerre? Alors, certains, comme Elliot Cohen, par exemple, disent on n'a pas vraiment aboli la guerre ne fait plus de sens aujourd'hui, puisque c'est la totale destruction, c'est plus donc la compétition, c'est plus ce tournoi d'antan, mais en revanche, un accident peut toujours arriver. Alors ça, c'est la catastrophe. C'est en quelque sorte l'apocalypse. Ou alors, on vous dit la guerre est interdite entre ceux qui ont les vrais moyens de destruction. On revient à mon idée de tout à l'heure. La guerre n'est plus possible entre les puissants. Donc la nouvelle guerre, c'est soit la guerre du pauvre, soit la guerre entre puissants par truchement du pauvre. Ainsi, soviétiques et américains s'opposaient en Angola entre l'UNITA et le MPLA. Voilà, les États-Unis soutenant M. Savimbi de l'UNITA et au contraire, le camp d'en face était soutenu par l'URSS, Agostinho Neto, puis ensuite M. Dos Santos. Donc, tout ça, effectivement, sont déjà de bonnes raisons pour penser que Mary Kaldor n'avait pas tort lorsqu'elle parlait au moins de New War et peut-être de New International Conflict, NCI.